Salut, salut, j'espère que ça va bien aujourd'hui. J'ai envie de te parler d'un sujet aujourd'hui que je trouve quand même assez préoccupant. C'est une question que je pose régulièrement quand je suis en intervention, soit avec les dirigeants ou encore la relève, hein. Souvent, je suis en diagnostic et accompagnement relève. C'est dors-tu bien? Et certaines personnes d'emblée vont me dire oui, 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 moi, peu importe, là, je me couche à 10 heures, puis je me réveille à 6 heures, puis aucun problème de sommeil. Mais en revanche, il y a beaucoup de gens qui, au contraire, ont plus de difficultés à dormir alors qu'ils vont vivre des situations stressantes ou à certains moments de leur vie. Je m'appelle Vicky Jobin. Avec Vigie RH, je suis ton miroir, ta boussole, ton phare et ta bibliothèque vivante. Ensemble, partageons notre savoir, nos outils, nos conseils à travers cette communauté vibrante d'experts qui sont les étoiles dans la sphère de la GRH. Mon engagement? C'est prendre soin de toi, te faire prendre la hauteur, affiner ta vision et te positionner en véritable leader dans l'univers RH. Bienvenue sur mon podcast. Il y a plusieurs facteurs qui viennent perturber le sommeil. Il y a le stress et l'anxiété, l'environnement dans lequel on dort, est-ce que notre chambre est trop chaude, trop froide, trop bruyante, qui vient perturber nos nuits de sommeil, nos habitudes de vie, si on consomme de la caféine, de l'alcool, si on a des mauvaises habitudes avec nos écrans, nos horaires, etc. Il y a des problèmes de santé, des conditions médicales, puis il y a l'apnée du sommeil qui fait que on va moins bien dormir, on a l'impression qu'on dort, mais finalement on ne dort pas. Il y a certaines personnes qui ont le syndrome des jambes sans repos. Ça, moi, j'en fais un peu, là, je sais un peu c'est quoi, là, mais tu sais, les jambes qui sont hyper... ils chatouillent comme toute la nuit, là, mais moi, c'est pas un niveau qui est majeur, mais il paraît que les gens qui font ça, c'est comme... c'est vraiment tough là, de dormir. La prise de médicaments. Certains médicaments peuvent avoir des effets secondaires qui vont venir perturber le sommeil. Il y a tout plein de facteurs psychologiques aussi, les troubles de dépression, l'hypersomnolence aussi qui viennent affecter nos nuits de sommeil. Il y a les changements hormonaux. Donc, tous nos changements, je vais t'en parler dans quelques minutes parce que j'ai vécu, moi, une situation très, très difficile quand j'ai eu mon enfant, justement, avec cette fluctuation-là hormonale. Et l'activité physique. Donc, quelqu'un qui ne fait pas assez, trop d'exercice, ça va venir influencer son sommeil. Donc, il y en a 3 aujourd'hui que j'ai envie de te parler plus particulièrement parce que c'est ceux que je rencontre le plus et je pense qu'ils sont les plus importants en termes de cause chez les gens qui ont du mal à dormir et peut-être les plus difficiles à gérer, en fait. Que d'autres qui sont plus mécaniques. Si je pense par exemple à la consommation de caféine ou d'alcool, on a du contrôle sur notre consommation, donc ou nos mauvaises habitudes avant de se coucher, on a quand même un peu de contrôle pour intervenir sur notre qualité de sommeil, alors que les 3 dont j'ai envie de te parler, le stress et l'anxiété, des fois on a un petit peu moins de contrôle sur la situation, tout ce qui est facteurs psychologiques et les changements hormonaux. On a un peu moins de contrôle. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler des conséquences d'un mauvais sommeil et j'ai 4-5 conseils pour toi à te donner pour passer à travers tes difficultés de sommeil. Tu n'as peut-être pas de difficultés de sommeil, tant mieux, je garde ça comme ça. Mais sache que quand tu es sur la route, quand tu es dans ton milieu de travail, il y a un paquet de gens qui n'ont pas dormi de la nuit et qui pourraient être dangereux pour toi. Je te raconte mon épisode de troubles de sommeil quand j'ai eu mon garçon. Moi, j'ai eu mon garçon à 37 ans, donc je l'ai eu un peu tard. J'en ai eu juste un. Fluctuation hormonale vraiment fois 1000. Et un des premiers symptômes que j'ai eu lorsque mon corps s'est remis à fonctionner comme avant la grossesse, ça a été, bien entendu, le trouble de sommeil. Moi, je passais à des nuits de 8 heures par jour. Je me couchais à 10 heures, je me réveillais à 6 heures, je passais des super bonnes nuits. De temps en temps, quand j'avais
un stress, une course, parce que je faisais de la course à pied, mais ça m'empêchait de dormir. Ça, c'était un des éléments qui me faisait passer une nuit blanche. C'était toujours comme ça. Mais le fait d'avoir ce débalancement hormonal-là, j'ai eu plusieurs épisodes, mais notamment un des pires épisodes que j'ai vécu, ça a été une semaine où j'ai dormi en moyenne 1 heure par jour. Et là, je n'exagère pas, là. C'est 1 heure par jour, par nuit, pendant 7 jours. Donc, durant ma semaine, j'ai dormi 7 heures. Alors que j'avais un bébé à m'occuper. J'étais carrément tiltée. Hein? C'est comme si j'étais tellement fatiguée que j'arrivais juste plus à dormir. C'était trop... c'était tilté, vraiment. Puis quand j'arrivais pour m'endormir, mettons, à 6 heures du matin, ben là, il y avait soit un téléphone qui sonnait, quelqu'un qui passait avec un tracteur. Tu sais, il y avait toujours quelque chose qui venait perturber, hein, pour faire exprès, là, même. Moi, je me réveillais le matin, puis à ce moment-là, mon enfant avait commencé à faire ses nuits. Donc, moi, j'ai eu un bébé qui était pas difficile la nuit. Donc, au début, oui, parce que c'était un petit bébé, mais rapidement, il a fait ses nuits. Donc, moi, j'avais un bébé qui se réveillait comme à 6h30 du matin, 7 heures, toute rose, pimpant, souriant. Puis moi, la mère, j'avais pas dormi de la nuit, donc j'étais vidée, morte et tiltée, carrément tiltée. Je ne pouvais pas faire de sieste. C'était impossible pour moi de récupérer ce sommeil-là. Donc, ça a été vraiment un cauchemar, là. Tu sais, je me souviens, je me levais, j'allais dormir dans tous les lits de la maison, sur le divan, dans la chambre d'amis, dans mon lit. J'essayais tout. C'était comme vraiment impossible pour moi de dormir. Et j'ai vécu ça pendant les premières années de vie de mon garçon parce que, évidemment, ça l'a déclenché, je pense, hormonalement, c'est les premiers symptômes aussi, là, quand on vieillit. Et après, quand j'ai recommencé à travailler, bon, ces épisodes-là étaient moins pires, sauf que il m'arrivait de dormir 2 heures, 3 heures, 4 heures, donc par nuit. Donc, je me souviens à plusieurs reprises de me lever le matin, de prendre ma douche, de me préparer pour aller au travail, de déjeuner, d'aller porter Lucas soit à la garderie, et de prendre ma voiture et de regarder les gens dans leur voiture et dire « Il est donc bien chanceux, elle est donc bien chanceuse, elle a l'air d'avoir dormi », d'envier les gens qui avaient l'air en forme. Parce que moi, j'allais me taper des grosses journées. Dans ce temps-là, je travaillais comme DRH. Des grosses journées de travail à gérer, des conflits, à faire de l'accompagnement aux gestionnaires, à restructurer une entreprise, puis à devoir faire une journée performante avec un mal de tête phénoménal, pas capable de dormir. Alors, ça a été pour moi des années infernales. Ça s'est placé, là, je te rassure. Mais ça a été pour moi des années infernales qui me permettent maintenant de comprendre comment on peut se sentir quand on dort pas. Je vais te donner quelques conséquences. Quand on regarde la littérature, c'est quand même très néfaste. On a besoin de sommeil. C'est la base de la vie. Boire, manger, dormir. Les animaux le font. Tous les êtres vivants le font. Et nous, êtres humains, on a plein de facteurs qui viennent perturber nos cycles de sommeil. Donc ça, c'est un facteur, les changements hormonaux qui viennent, impacter les nuits de sommeil. Ça peut être les problèmes de thyroïde aussi qui vont venir influencer les qualités de sommeil, tout ce qui est fluctuation hormonale, beaucoup chez la femme, chez l'homme aussi, mais plus particulièrement chez la femme, donc viennent impacter. Et ce que je trouve dommage, c'est que quand une femme... Moi personnellement, j'en ai jamais parlé parce que je suis dans un milieu d'hommes, puis j'ai jamais adressé ça. C'est la première fois publiquement que je parle de ça. De la peur du jugement, parce que combien de fois j'ai entendu des dirigeants masculins juger les problèmes hormonaux des femmes, mais celles-ci vont vivre des conséquences, puis c'est dur de vivre ça seul et d'avoir aucune compréhension.
Donc, ça fait partie de la société, ça fait partie de nos organisations. Il y a plein de femmes et quelques hommes qui vivent ces impacts de changements hormonaux-là, qui ont des conséquences sur leur sommeil, qui doivent, puis d'autres choses aussi, mais là, c'est pas le sujet du jour, mais qui doivent passer à travers leur journée et performer comme si elles avaient bien dormi. Un des deuxièmes facteurs que je trouve d'une grande importance, on en parle de plus en plus, hein, les problèmes de santé mentale, la dépression, troubles de l'humeur, qui vont venir vraiment impacter les nuits de sommeil. Et c'est comme un cercle vicieux, hein, c'est que plus je dors, moins je dors, moins je dors. Plus je dors, plus je dors. Puis moi, c'est comme ça que à un moment donné, quand j'ai réussi à recommencer à dormir, ben là, je prenais tous les moments, les siestes. Plus je dormais, dans le fond. Fait que ça aidait à récupérer. Mais il y a plein de gens qui vivent avec, encore une fois, des problèmes où ils vont se sentir jugés, ils ne pourront pas nécessairement en parler. Mais il y a peut-être une plus grande acceptation de plus en plus, tant mieux, je trouve que c'est une bonne nouvelle qu'on puisse parler de la dépression puis des problèmes de santé mentale, des troubles de l'humeur avec un peu plus d'ouverture, de compréhension. On a aussi des mécanismes, bon, avec les assurances collectives et tout ça qui nous permettent d'adresser les situations de manière temporaire avec les travailleurs qui vivent des situations plus difficiles. Puis la plupart du temps, c'est de manière temporaire. On a de l'accompagnement psychologique, psychiatrique pour certaines personnes. Donc, on a quand même un système qui s'est développé autour des facteurs psychologiques pour permettre aux gens de mieux s'en sortir et éventuellement, ben, ceux qui ont des problèmes de sommeil, ben, ça va venir améliorer ou diminuer les impacts de leurs symptômes. Et finalement, j'en ai parlé la semaine passée, j'ai parlé de mon expérience de hockey, j'ai fait la comparaison avec Survivor. Dans les moments où on vit des stress et de l'anxiété intenses, pour plusieurs personnes, un des symptômes de ces stress-là, c'est les difficultés de dormir. Et le cerveau est tellement fort que même dans ses rêves, dans une situation stressante, va créer des scénarios, des histoires qui intègrent ce qu'on vit au niveau anxiogène, ce qu'on vit au niveau stressant pendant la nuit. Et combien de personnes m'ont dit « je me réveille en sueur, je me réveille dans un cauchemar, je me réveille, donc je dors super bien, puis à un moment donné, c'est bang, c'est mon rêve qui me sort de mon sommeil parce que ça vient me hanter jusque dans mes rêves. » Donc, imaginons un conflit au travail entre deux personnes ou entre un employé et son patron, ou un employé qui se sent mal géré dans le système organisationnel de son employeur. Vivre ça jusque dans ses rêves, vivre ça jusque dans ses nuits, d'apporter tout ça dans la nuit. Moi, j'ai souvent dit, moi, je fais un chiffre de jour, je fais un chiffre de nuit. Donc, préoccupation de la journée, des fois, on va y repenser la nuit, puis on essaie de trouver des solutions, mais la nuit, on n'est pas rationnel. La nuit, on ne trouve pas des solutions. La nuit, c'est fait pour dormir. Mais malgré tout, l'humain étant ce qu'il est, il essaie de changer ses idées et d'amoindrir l'émotion du moment. Parce qu'une personne qui se réveille dans un rêve cauchemardesque, ben va se réveiller avec l'anxiété, va se réveiller avec les symptômes. Bon, c'est soit la poitrine qui est compressée, mal à la tête, mal au ventre, crispé. Donc, j'en ai déjà parlé dans les symptômes dans quelques épisodes du podcast, mais va se réveiller mal comme ça et dans sa douleur va souhaiter enlever ces douleurs-là, va enlever ces symptômes-là. Donc, il va lutter à ne plus sentir les symptômes
au lieu de les accueillir. Puis je vais te parler de quelques conseils dans quelques minutes, mais alors, rappelons-nous, on est sur l'autoroute, il y a des gens qui nous dépassent, il y a des gens qui nous font des doigts d'honneur, il y a des gens qui nous klaxonnent, il y a des gens qui ne nous laissent pas passer, il y a des gens qui sont anxieux sur la route, qui sont colériques, qui sont tout ça. Ben, on est plein, on est une société où il y a des gens qui sont anxieux, puis qui se promènent partout, puis qui nous mettent en danger. Et quand c'est nous, ben on se met en danger. Moi, quand j'étais sur la route, je prenais la route. J'ai fait beaucoup de routes pour aller chez des clients. Moi, je suis à Québec, j'allais à Drummondville, j'allais à Montmagny, j'allais à Trois-Rivières. Donc, je me tapais 2 heures de route. Je faisais des fois jusqu'à 4 rencontres de 2 heures avec une écoute attentive. C'était horrible. Les nuits, je dors bien, ça va bien. Mais faire ça alors que t'as pas dormi ou t'as peu dormi, c'est horrible. Puis après, il faut que tu te retapes la route. Et c'est horrible. J'avais tellement peur de m'endormir au volant. Mais j'étais dangereuse. Et je me demande dans quelle limite c'était responsable. C'était pas responsable de faire ça, en fait. Mais des fois, t'as pas le choix. Et il y a un paquet de monde qui n'ont pas le choix parce qu'il faut travailler, puis il faut payer nos comptes, puis on veut performer, puis on fait ce qu'il faut. Puis encore une fois, on veut pas faire face au jugement de l'organisation qui va dire, ben écoute, t'es problème d'anxiété, va te faire soigner, prends des médicaments, blablabla. Bla, bla. Ce qui fait que la société s'est construite en étant dangereuse. Les conséquences de ça sont pas juste sur la route, sont pas juste dans notre cohabitation avec des collègues ou avec des amis ou les conséquences de ça, ça nuit aussi pour les gens qui ne dorment pas à la concentration, la mémoire, le jugement, la capacité à résoudre des problèmes, l'efficacité au travail, l'efficacité à l'école aussi, hein, que ce soit au primaire, secondaire ou au collège ou à l'université. Je veux dire, si tu n'as pas dormi, tu risques moins de retenir l'information puis de la comprendre. Donc, le sommeil insuffisant aussi augmente les troubles mentaux de la dépression, de l'anxiété. Donc, moins je dors, plus j'augmente mes risques de dépression. Plus je suis dépressive et anxieuse, moins je dors. Fait que c'est comme un peu un cercle vicieux. Notre système immunitaire aussi est affaibli par le manque de sommeil. Hein? Il y en a qui vont jusqu'à faire des infections, des problèmes de cœur, des maladies chroniques, le diabète, l'obésité aussi, parce que moi, je me souviens quand j'ai commencé à travailler sur la Rive-Sud de Québec, j'habitais à peu près 1h15 de route, puis je commençais à 8h le matin, donc il fallait que je me lève tôt. J'avais pas l'habitude de me lever aussitôt. Donc, ça a été une adaptation au début de réorienter mon horloge, de me coucher plus tôt, puis je dormais bien dans ce temps-là, remarque, là, parce que c'est bien avant de faire ma grossesse, mais je me souviens que comme je dormais moins, j'avais quand même besoin de calories, d'énergie, fait que je mangeais tout le temps. Tout le temps. J'avais toujours faim parce que je devais compenser par autres calories, parce que le sommeil, c'est des calories, c'est de l'énergie qu'on va chercher. Donc, si on ne l'a pas dans le sommeil, on va falloir qu'on le trouve autrement. Et je sais pas toi, mais quand j'ai mal dormi, moi, ça me tente un peu moins d'aller faire mon exercice physique. Donc, une personne qui dort pas bien, bon, va manger plus, va faire moins d'exercice. Donc, on s'entend que c'est comme, encore une fois, une roue qui tourne, puis des problèmes de poids peuvent ressurgir. Donc, même chose pour l'équilibre hormonal. Moins on dort, moins notre métabolisme se régule. Donc, moins je dors, plus mes hormones sont déséquilibrées. Et plus mes hormones sont déséquilibrées, ben moins je dors. J'en ai parlé de la coordination, temps de réaction. Donc, c'est sûr que si je conduis ou pour les travailleurs qui utilisent des machines en mouvement, des camions, évidemment, ça met en péril la sécurité de la population. Évidemment, ça a une conséquence majeure sur la qualité de vie. J'en ai pas parlé, mais
sais, quand t'as pas d'énergie, quand t'as pas dormi, quand, bon, ça réduit ta motivation, ça réduit ton positivisme, ça te tente pas de faire des activités au quotidien, beaucoup plus irritable face aux gens que t'aimes. Parce que toute la journée, moi, quand j'avais pas dormi ou j'avais dormi 3-4 heures, quand toute la journée, j'ai mis le peu d'énergie, là, tu sais, comme un téléphone cellulaire, là, j'étais dans le rouge, là, je commençais ma journée, j'étais déjà dans le rouge à 20%. Fait qu'il fallait que j'utilise 20% de mon énergie pour toute ma journée, alors que normalement, j'aurais dû partir à peu près à 95% ou même 100%. Donc, j'ai plus de jus pour passer à travers ma journée. Fait que là, j'arrive chez nous, il n'y en a plus de jus, là. Il n'y en a plus. Fait que ça me tente plus. Demandez-moi rien, ça me tente pas. Puis un, je suis tiltée, j'ai pas capable de dormir. Puis deux, il faut que je m'occupe mon deuxième chiffre quotidien, qui est la maison, la famille, les repas, le ménage. Bon, et tout ce qui s'ensuit. Donc, évidemment, ça vient impacter la qualité de vie. Donc, je suis pas une spécialiste du sommeil. Donc, je vais pas révolutionner avec des conseils phénoménaux les problèmes de sommeil. Je suis quelqu'un qui a des épisodes encore de troubles du sommeil. Je le gère beaucoup mieux. Je pense qu'il y a aussi une adaptation. Mon corps s'est réadapté. Mais je pense que un des premiers conseils que je donnerais si tu vis des problèmes de sommeil ou pas, c'est d'en parler. Parce que si c'est toi qui les vis puis tu restes toute seule avec ça, tout seul avec ça, ben, il n'y a personne qui va te comprendre. Et à l'inverse, si tu es conscient qu'une personne a des troubles de sommeil, ne la juge pas et parle-lui-en. Parce que je pense que juste de l'adresser déjà, ça vient diminuer l'anxiété qui y est associée. Parce que une personne qui dort pas, comme moi, mes courses, là, quand j'avais une course, juste le fait d'avoir une course, puis d'avoir vécu un épisode d'insomnie, la course précédente, a fait que la deuxième course que j'ai faite, comme j'avais comme ce traumatisme-là, j'avais conditionné mon cerveau à ne pas dormir la veille d'une course. Puis c'est la même chose quand j'ai tilté ma semaine. Ben, le fait de ne pas avoir dormi, j'avais vécu l'expérience de ne pas avoir dormi. Donc, l'expérience traumatisante, la peur qu'elle se répète est tellement grande que finalement, tu dors pas. Fait que le fait de pouvoir en parler, de l'exprimer sans jugement, c'est primordial. Que ce soit à tes amis, tes conjoints, un médecin, je pense qu'il faut en parler. Si tu as des problèmes de sommeil, tu ne restes pas seul avec ça. Consulter au besoin. Hein, j'ai un ami en ce moment qui est en train de consulter, qui soupçonne faire de l'apnée du sommeil. Ben, tu sais, les conséquences, les migraines, les maux de tête, l'énergie, la fatigue. Après, c'est plus capable d'aller marcher, plus capable de rien faire. Fait que là, problème de poids, gain de poids, etc. Bon, en consultant, ben, déjà, il peut écarter certaines causes pour travailler sur les bonnes choses, mais évidemment, faut pas rester avec ça. Moi, j'ai consulté, puis bon, j'ai eu différents outils, puis différentes aides. Mais j'ai consulté tard. J'aurais dû consulter beaucoup plus rapidement pour pouvoir me faire accompagner là-dedans. Ce que j'ai pas fait parce que j'avais peur du jugement. Carrément, moi, j'ai le syndrome de la performance, fait qu'il faut que tout soit parfait. Alors, ben là, je performais pas dans mon sommeil, puis j'en parlais plus ou moins, encore moins avec mes patrons. Bref. Ça prend aussi, je pense, un échappatoire. Une façon de penser autrement, que ce soit pendant la nuit ou pendant le jour, mais il faut, si par exemple les troubles sont reliés à l'anxiété, ben ça prend quelque chose qui va nous permettre de diminuer notre anxiété. Le sport, une passion. Et se forcer un peu des fois à dire vraiment ça me tente pas, mais des fois le fait de se mettre en action, l'énergie revient puis ça nous permet des fois en même temps quand on pense pas trop à ça, moi je venais que juste le fait de penser d'aller me coucher, mon cœur débattait, l'anxiété commençait à monter plus la journée avançait.
fallu que je défasse tout ça, mais il a fallu que... Mais tu sais, si tu fais juste penser à ça, puis tu fais pas autre chose, ben c'est pire. Et finalement, le dernier conseil que je donnerais, c'est de changer son mindset face aux troubles de sommeil. D'abord, d'accepter que ça se peut que demain, je sois moins en forme. Je sais que je vais quand même être capable de faire ma journée, mais ça se peut que demain, je sois moins en forme. Et ce que je vis, si je me réveille puis que je fais de l'insomnie, au lieu d'essayer de combattre l'émotion, l'anxiété ou si je me réveille sur un mauvais rêve, ben j'essaie vraiment d'aller dans cette émotion-là, de la voir comme une opportunité de me faire vivre des symptômes que je peux pas avoir sur commande. Hein, si je te dis aie de la peine là, ben t'as pas le contexte, t'as pas la situation, t'as pas la pensée, t'as pas tout le corps qui va générer des hormones, qui va créer des hormones, puis qui va générer de l'énergie, de l'émotion. Alors que là, je vis une situation préoccupante, puis c'est la même chose quand on a de la peine, quand on a de la colère, quand on a de l'anxiété, quand on a peu importe l'émotion. Ben si je la regarde, puis je la vis, puis j'essaie de comprendre où sont les symptômes, puis voire même les amplifier, c'est-à-dire si je me sens la poitrine serrée, je vais essayer de le vivre encore plus fort. Je vais maximiser pour tirer opportunité de cette énergie-là, cette émotion-là qui m'est offerte en ce moment. Et c'est comme si, en faisant ça, je vais tellement dedans qu'à manière, elle a la place pour être vécue, cette émotion-là, et à un moment donné, elle se dissipe. Puis, ben là, à un moment donné, ben on se concentre là-dessus, puis là, le cerveau, comme il est fatigué, ben à un moment donné, de lui-même, il va penser à autre chose, puis il va oublier. Moi, plus je vais dans l'émotion, plus j'essaie d'aller sentir, puis même amplifier, plus ça se dissipe rapidement. Parce que sinon, si j'essaie de la fuir, elle revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, les gens qui font de l'anxiété, puis j'en ai parlé, hein, l'anxiété, là, le stress, puis l'anxiété, c'est le stress amplifié qui est encore plus fort que le stress. Ben, ton cerveau va générer des hormones qu'on appelle la testostérone, qu'on appelle l'adrénaline ou le cortisol, qui vont dire danger. Et là, ils vont envoyer des symptômes à ton corps pour dire hey, Coco, il y a des dangers de mourir. Donc, ton instinct de survie doit être en éveil. Sauve-toi ou cache-toi. Et ça fait que ton corps est tout le temps en hypervigilance parce que ton corps, il dit je vais mourir, je dois me protéger. Et ça, c'est super néfaste. Une personne qui est sur l'adrénaline pendant de nombreuses heures, c'est très néfaste. C'est très énergivore, c'est très épuisant. Et c'est dur de remonter la pente parce que ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, il faut minimiser la durée de ces épisodes anxiogènes ou stressantes tout en les vivant, en leur donnant parce que l'émotion, on ne peut pas l'écarter, on ne peut pas l'enrayer. Hein? Ça prend 3 éléments pour générer une émotion. Ça prend un contexte, donc une situation qui se passe. Il y a une pensée associée à ça et il y a des symptômes physiques. Donc, je me promène dans la rue, il y a un autobus que j'ai pas vu, j'arrive pour traverser, il y a un autobus qui s'en vient vers moi. Ça, c'est le contexte. La pensée, c'est je vais mourir, faut que je me sauve. Et il y a le réflexe émotionnel qui va me pousser une émotion, qui va être dans ce cas-ci probablement l'adrénaline, qui va faire que je me sauve de là, que je me torse le plus rapidement possible, sinon je me fais frapper. Mais ça peut être une situation, je suis au travail, je suis en train de présenter quelque chose à mes collègues. Là, il y en a un qui me fait un commentaire. Donc, là, c'est pas tant le commentaire que la pensée qui est associée au commentaire. C'est-à-dire, s'il commente, puis même si c'est à tort ou à raison, si moi, ça génère une anxiété me disant, ben écoute, ce que j'ai fait, c'était pas bon,
ou ils trouvent pas ça bon, puis là, je vais avoir l'air niaiseuse devant tout le monde, puis là, ils vont penser que... Fait que là, ma pensée va stimuler mon cerveau qui, lui, va m'envoyer un paquet d'hormones pour... Puis des émotions, en fait, qui vont me générer des émotions, puis c'est là où je vais réagir, où je vais sentir les choses. Puis là, ben le cerveau, puis l'intelligence émotionnelle, c'est d'être capable de capter tout ça, puis de dire, bon, mais qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? Comment je le gère? C'est soit je reprends le contrôle de mes pensées en ayant un mindset peut-être un peu plus positif ou en propulsant ça ailleurs. Puis c'est drôle parce que j'écoutais un podcast l'autre jour, puis je sais pas, j'ai pas validé, mais je trouvais que ça faisait du sens, puis je l'ai mis quelques fois en application depuis. La fille disait, quand tu vis quelque chose, il y a comme un 90 secondes sur laquelle tu as du pouvoir. Tu as le pouvoir de recevoir l'information, puis de faire « très drôle », puis je m'en balance. Tu as le pouvoir de recevoir, puis de dire « Mon Dieu, je suis démolie », de le tourner à la blague ou whatever. Tu as comme un peu ce pouvoir-là face à une situation. Et ça se passerait en 90 secondes. Donc, je ne sais pas si scientifiquement c'est quelque chose qui se tient ou pas, mais en tout cas, moi, je l'ai essayé, puis dans des situations où j'aurais pu basculer vers une énergie négative, vers une émotion négative, je me suis dit, non, écoute. Puis moi, mon truc, c'est de me dire, bon, ben, des gens que j'admire, que je trouve qui ont un self-control, qui sont très positifs, je me dis, ben, comment cette personne-là réagirait face à ça? On dirait que ça me fait voir les choses un peu autrement. Puis des fois, je me dis, ben, c'est peut-être moi qui est un peu too much ou qui est trop perfectionniste ou qui a trop des attentes élevées. Puis finalement, c'est pas si grave que ça, il n'y a pas mort d'homme. Fait que déjà, l'émotion a été là, mais je la gère comme assez rapidement. Je laisse pas la balloune gonfler puis éclater. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui par rapport aux troubles du sommeil. Ben écoute, si ça peut t'aider à voir si tu as des troubles de sommeil, puis ça peut t'aider à voir les choses autrement, ben écoute, ça serait mon souhait le plus grand. Et si t'as pas de problème de sommeil, je te souhaite que ça se poursuive ainsi, mais peut-être d'ouvrir l'œil sur une personne qui pourra en avoir, puis pour qui ça peut être perturbant, qui est à lui envoyer le lien de cet épisode pour qu'elle puisse prendre certaines consciences ou prendre action sur la source de la cause de ses problèmes de sommeil. Donc voilà, je te souhaite une très belle semaine. Je te dis à la semaine prochaine. Puis d'ici là, ben n'hésite pas. Si tu as des questions, des commentaires, si tu veux me partager tes expériences, ben ça me fait toujours plaisir. Donc, ciao, ciao!